Ce qui s'est passé sur les écrans de télévision avec l'avocat Saul Goodman, un personnage créé par Vince Gilligan et Peter Gould et incarné par l'inimitable Bob Odenkirk, reste à ce jour un cas unique. Better Call Saul, le préquel de la série Breaking Bad, non seulement n'a pas abaissé le niveau élevé de la série principale, mais l'a même surpassé sur certains aspects. Et cela alors que le personnage principal du préquel était un personnage secondaire et loin d'être positif. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le phénomène de Saul Goodman. Nous parlerons de Bob Odenkirk, de la façon dont il est arrivé à ce rôle et de la façon dont il a failli refuser le préquel. Nous aborderons la signification des couleurs dans la série, le secret du générique, la veste rouge sur l'affiche, la théorie de l'intelligence multiple et le fatalisme. Chuck McGill, le frère de Saul Goodman, avait-il raison de penser que Saul n'avait pas sa place dans le barreau? À quel moment l'alter ego du héros, Saul Goodman, est-il né? Que signifie le geste final de Saul? La vidéo sera longue, mais regardez-la jusqu'au bout, car à la fin, j'essaierai de répondre à la question sur le sens de toute la série Better Call Saul. Voyons cela de plus près. Qui est ce Saul Goodman? Quel genre de personnage est-ce? En parlant de Saul Goodman, on ne peut pas ne pas mentionner celui qui a incarné ce personnage à l'écran, Bob Odenkirk. Savez-vous que Bob était au départ assez sceptique quant à son rôle et qu'il a failli refuser de participer au spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, et il a aussi failli mourir sur le tournage de la série, au sens littéral du terme. Robert John Odenkirk est né le 22 octobre 1962 à Naperville, une banlieue de Chicago, dans l'Illinois. Ses parents, Barbara et Walter Odenkirk, ont élevé 7 enfants. Dans ses mémoires, Odenkirk parlait ouvertement de la situation familiale difficile. Son père, Mantre Sekodavanti, qui souffrait d'alcoolisme, a quitté la famille dans les années 70, et Bob Odenkirk parle de lui comme d'un homme vide, soulignant que cet événement a laissé un grand vide dans son âme, ce qui a eu un impact sur son avenir. Sa mère, qui est décédée en 2021, était une catholique dévouée et faisait tout son possible pour subvenir aux besoins de ses enfants. Dans son enfance, il aimait le groupe comique Monty Python, et c'est probablement cela qui a eu une influence significative sur sa future profession. Déjà pendant ses études à l'université, Bob a commencé à s'essayer en tant qu'humoriste. Bob Odenkirk. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci. Oh mon Dieu, c'est bon d'être ici. J'ai eu une journée difficile. Et en 1987, il a eu la chance de devenir scénariste pour l'émission de sketch comique Saturday Night Live. Et il a tellement bien réussi dans ce travail que, 2 ans plus tard, il a reçu le prestigieux prix Emmy pour cette émission. Parallèlement, il écrit des scénarios pour plusieurs autres émissions télévisées et en 1993, il reçoit à nouveau un Emmy en tant que scénariste du Ben Stiller Show. Et peu de temps après, en s'associant avec David Cross, il crée sa propre émission de sketch comique, Monsieur Show avec Bob et David. Tu ne veux pas parler, hein? Plus de café, plus de clopes. Où est la planque de Valentino? D'accord, j'ai compris. C'est exactement comme ça qu'il attire l'attention de 2 scénaristes de Breaking Bad, Vince Gilligan et Peter Gould. Vince Gilligan et Peter Gould, qui ont écrit le rôle de Saul Goodman dans le premier scénario, tous 2 étaient fans de Mr. Show et pensaient que j'étais justement le gars qui devait jouer ce rôle. Je ne sais pas pourquoi. Vince Gilligan est le garçon le plus intelligent de la pièce, mais il fait semblant que ce n'est pas le cas. C'est sa façon de faire. Il cache le fait qu'il travaille très très dur. En plus, il est sacrément intelligent. Et donc, il écoute les gens avec beaucoup de politesse. Il n'est jamais impoli, puis il fait ce qu'il pense être nécessaire. Et il s'avère qu'il a raison. À chaque putain de fois. Lorsque l'agent de Boba l'a appelé pour la première fois au sujet du rôle de l'avocat Saul Goodman, qui fait sa propre publicité sur les arrêts de bus, Breaking Bad n'était pas encore si populaire. À l'époque, c'était une série câblée peu connue, et la 2e saison était seulement en préparation. Odenkirk n'avait pas vu une seule minute de cette série et n'en avait même jamais entendu parler, mais il a accepté ce rôle sans hésiter. Il avait besoin d'argent, et il aurait été insensé de refuser un bon travail, même s'il ne s'agissait que d'un rôle épisodique. En se préparant pour le rôle, il n'a même pas fini de regarder le premier épisode de Breaking Bad, et n'a pas pris la peine d'apprendre son texte par cœur, car il pensait qu'au moment du tournage, ses petites répliques seraient encore plus réduites.
Et il n'aurait jamais imaginé que des années plus tard, il serait encore à Albuquerque et continuerait à jouer Saul Goodman. Et ce rôle a vraiment bouleversé toute sa vie. En 2021, Bob Odenkirk a refusé de tourner dans le préquel de Breaking Bad. Mieux vaut appeler Saul, invoquant des circonstances familiales. À l'époque, ses enfants avaient 12 et 14 ans, et Bob pensait qu'à cause du tournage, il ne pourrait pas leur accorder l'attention qu'ils méritaient. Et il a effectivement refusé, et ce, à plusieurs reprises. J'ai dit non. Marc m'a appelé un dimanche matin et il m'a dit « Sony m'appelle, c'est genre dimanche matin. » Tu es sûr, tu dis non? Tu es sûr? C'est vraiment un non? Et l'ironie, c'est que ce n'est pas un esclave. C'est que c'est justement à cause de sa famille qu'il avait d'abord décidé de refuser de participer à l'émission. Mais au final, ce sont ses enfants et sa femme qui l'ont convaincu d'accepter. Vous savez, je n'avais pas l'intention de faire cette émission. J'étais probablement juste effrayé. Je faisais semblant de le faire pour la famille. Mais mon fils Nat et ma fille Aaron sont venus me voir et m'ont dit « Papa, tu dois le faire. » Mon fils a dit que si tu ne le fais pas, tu vas décevoir beaucoup de gens. J'ai dit « Tu comprends? Je vais décevoir beaucoup d'inconnus. » Et il a répondu « D'accord, mais certains d'entre eux sont mes amis. » Et ensuite, ma belle femme Naomi a dit « Tu peux faire le spectacle si tu veux. Tu n'es pas obligé, mais si tu le fais, tout ira bien. » En juillet 2021, en plein tournage de la dernière saison de la série, Odenkirk a subi une crise cardiaque presque mortelle. Ayant perdu connaissance, il s'est soudainement effondré au sol. L'équipe de tournage l'a entouré et ils ont immédiatement appelé une ambulance. Quelque temps plus tard, un message est apparu sur son compte Twitter. « J'ai eu une petite crise cardiaque », a-t-il écrit. « Mais tout ira bien pour moi grâce à Rose Estrada et aux médecins qui savaient comment débloquer l'artère sans intervention chirurgicale. » Plus tard, lors d'une interview, l'acteur a avoué qu'après son infarctus, il avait eu une amnésie concernant le jour où il s'était senti mal. Il ne se souvenait pas non plus des 2 premières semaines de sa convalescence. C'est ainsi que le monde a découvert l'avocat Saul Goodman et a appris que son vrai nom était Jimmy McGill. Passons maintenant à l'analyse de ce personnage. Nous parlerons également de la signification des couleurs dans Better Call Saul, du secret du générique de la série, de la signification de l'affiche principale de la saison finale et de la philosophie du fatalisme. Il existe une théorie selon laquelle chaque personne est prédisposée à une certaine profession. Elle a été développée en 1983 par le professeur de l'université Harvard, Howard Gardner, qu'il a appelé la théorie des intelligences multiples. Par exemple, le type d'intelligence verbale linguistique est responsable de la capacité à écrire et à lire. En conséquence, il est plus facile de devenir journaliste ou écrivain avec ce type d'intelligence. Et il y a ceux qui dessinent merveilleusement bien dès la naissance sans connaître parfaitement les théories ou qui apprennent les langues 2 à 3 fois plus vite que leur père. En suivant cette théorie, on peut un jour choisir une profession et non seulement obtenir des résultats exceptionnels grâce à ses prédispositions, mais aussi prendre du plaisir à ce travail. Mais que faire si tu as fermement décidé de devenir un avocat exceptionnel alors que ton talent est celui d'un escroc et d'un arnaqueur ? C'est précisément à ce dilemme que s'est heurté Saul Goodman, le personnage principal de la série Better Call Saul. Saul Goodman, aussi connu sous le nom de Jimmy McGill, Gene Takavich et Jimmy le Rusé. C'est un personnage secondaire de Breaking Bad et le personnage principal de son préquel Better Call Saul. Jimmy McGill a compris dès son plus jeune âge que pour réussir, il n'était pas nécessaire d'agir dans les limites des normes morales et des lois établies. Et souvent, il suffit simplement de ruser un peu. Jimmy, comment ça se passe le balayage ? Ça va, papa? Jimmy a commencé à voler de l'argent dans la caisse du magasin de son père. Selon son frère aîné Chuck, il a volé au total 14 000 $, ce qui a conduit à la faillite du magasin. Dans l'un des flashbacks, on nous montre qu'il a effectivement pris de l'argent au moins une fois. Mais très probablement, la majeure partie de l'argent a été donnée par le père lui-même. Parce qu'il était une personne naïve et confiante, ce dont profitaient en souvent toutes sortes d'escrocs. Le père lui-même est décédé 6 mois après la faillite, et Jimmy a décidé qu'il ne suivrait pas le chemin de son père, qu'on ne pouvait pas gagner honnêtement. Il a donc choisi la voie du crime.
En même temps, une autre personnalité parallèle de Jimmy est apparue, à savoir Jimmy le glissant ou Jimmy l'épileptique. C'est ainsi que l'on traduit différemment de l'anglais « Sleeping Jimmy ». Le mauvais sleeping peut littéralement se traduire par glissant, et ce surnom a été donné à Jimmy parce qu'en hiver, sur une route verglacée, il faisait un tour bien particulier. Il glissait, tombait et... Boum! Il tombait si violemment que les gens accouraient de 5 pâtés de maison à la ronde. Et il arrangeait toujours les choses de façon à ce que quelqu'un finisse par lui verser une indemnisation. Pour une seule grosse chute, il touchait 7 ou 8 000. Puis il se la coulait douce avec une bière et un joint jusqu'à septembre suivant. Les petites escroqueries et les actes de délinquance ont fini par lui causer de sérieux ennuis avec la loi. Il risquait la prison et il a demandé de l'aide à son frère, l'avocat à succès Chuck McGill. Agent de sécurité. Attends, Chuck, attends. Non, ne m'abandonne pas, non. Si je ne sors pas d'ici, ma vie est finie. Chuck l'a protégé avec succès, mais en échange, il a exigé qu'il déménage à Albuquerque et commence à travailler comme coursier dans son entreprise, le cabinet d'avocats Hamlin et McGill. C'est là qu'il a rencontré Kim Wexler, qui a contribué au fait que Jimmy a commencé à étudier le droit en secret de son frère. Je n'arrive pas à ouvrir, alors qu'est-ce qu'ils disent? D'ailleurs, dans la vie de Jimmy à l'âge adulte, il n'y avait que 2 personnes très proches de lui, Chuck et Kim. Alors Jimmy décide de devenir avocat et il essaie vraiment de travailler honnêtement et consciencieusement. Mais son frère Chuck lui rappelle constamment qui il était dans le passé. Tu ne cesseras pas de faire du mal aux gens. Ce n'est pas vrai. Jimmy, tu es comme ça. Tu fais du mal aux gens encore et encore. Au moment où Saul révèle à Chuck son secret, qu'il a étudié le droit en secret pour suivre les traces de son frère, Chuck essaie de cacher son profond désaccord. Oh, je ne sais pas quoi dire. Tu es fier de moi? Peu importe à quel point Jimmy essaie de gagner l'affection de son frère, Chuck est convaincu que Jimmy n'a pas sa place à ses côtés, que le simple fait que Jimmy soit avocat ternit le bon nom de Chuck. Il ne reste plus beaucoup de McGill parmi nous, et nous devons rester soudés. Non, pourquoi regretter? À quoi bon? Il ne fait pas confiance à Jimmy et s'attend toujours à ce qu'il triche. Et en effet, peut-être que Chuck avait raison de penser qu'il n'avait pas sa place dans le barreau. Après tout, nous savons tous comment ça s'est terminé. Jimmy est devenu Saul Goodman. Il s'est impliqué dans le crime et a finalement fini derrière les barreaux. Et je suis sûr que certains d'entre vous pensent exactement cela. Mais même si cette opinion a ses raisons, je ne suis absolument pas d'accord avec elle. Tout d'abord, Chuck agit ainsi principalement à cause de ses propres complexes, par simple jalousie envers son petit frère qui recevait plus d'amour et d'attention. Mais pas notre Jimmy! Impossible que ce soit le précieux Jimmy! Et il a le droit de devenir avocat? Quelle mauvaise blague! Deuxièmement, parce qu'il tenait Jimmy pour responsable de la mort de leur père. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, car le sujet est tellement vaste qu'on pourrait en faire une vidéo à part entière. Et à quoi s'attendait Chuck? Que Jimmy resterait facteur dans son entreprise toute sa vie? Chuck était une autorité pour Jimmy et exerçait une influence exceptionnelle sur lui. S'il l'avait seulement voulu, sous sa direction, Jimmy serait certainement devenu un excellent avocat. Au lieu de cela, Chuck lui rappelait sans cesse sa place. Et au final, c'est justement lui qui l'a poussé sur la voie du crime. En parole, il ne voulait pas que Jimmy devienne quelqu'un comme Saul Goodman, mais en réalité, c'est lui qui a servi de catalyseur. Et Kim Wexler étant une autre personne importante dans la vie de Jimmy, qui continuait à le maintenir dans les limites, a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de la personnalité de l'avocat respectable Jimmy McGill. Ensemble, nous sommes du poison. Non, dis-moi simplement ce que je dois faire pour changer. Cependant, il convient de noter que le comportement de Chuck et sa rupture avec Kim ne sont pas la principale et unique raison pour laquelle Jimmy a progressivement commencé à pencher de nouveau vers la voie criminelle. La raison principale, c'est le talent exceptionnel de Jimmy, un talent d'escroc et d'arnaqueur. Jimmy sait qu'il est doué pour ça. C'est pourquoi, lorsqu'il est confronté à un problème qui ne peut pas être résolu dans le cadre de la loi, il a beaucoup de mal à se retenir. Parce qu'il sait qu'il lui suffit d'utiliser une petite partie de ses capacités et le succès est là. De plus, au début, il utilise souvent des méthodes pas tout à fait légales pour atteindre des objectifs tout à fait nobles. Et ainsi, petit à petit, étape par étape, il devient Saul Goodman. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas,
Saul Goodman est un homophone de l'expression qui se traduit par « tout va bien, mec ». Tout va bien, mec. Saul Goodman, ce n'est pas juste l'alter ego de Jimmy McGill. C'est une personnalité distincte, alternative, un ensemble de convictions morales, une philosophie et un style de vie. Saul Goodman, ce n'est pas le loser Jimmy McGill. Saul Goodman, c'est un avocat intelligent et avare, prêt à défendre n'importe quel vaurien ou criminel pour une certaine somme. Il s'habille de façon voyante et tape à l'œil. Habille-toi pour réussir, habille-toi pour impressionner, habille-toi pour le poste que tu veux. Il attire l'attention sur lui. Il est rusé, sournois, habile, et pour de l'argent, il est prêt à presque tout. Il serait incorrect d'affirmer que Saul Goodman est apparu précisément à cette période de sa vie. Dans l'un des flashbacks, on nous montre que, dans le passé, Jimmy s'appelait déjà ainsi. Mais je suis prêt à affirmer que cette identité est née bien avant ces événements. Et ce moment s'est montré dans la série. Ce moment précis où un autre escroc vient dans la boutique de son père pour lui soutirer de l'argent. Je m'inquiète que Freddy ait une nouvelle crise. Si vous pouvez m'aider, je vous en serai très reconnaissant. Même un petit garçon comprend que c'est un escroc, mais pas son père. On t'arnaque, comme le clochard de la semaine dernière. Jimmy... Papa, il te raconte des salades. Il n'a même pas de fils, sûrement. Et au moment même où mon père part chercher des bougies pour un inconnu, il révèle son vrai visage. Combien pour une cartouche de cigarettes ? 4 $. Bon, donne-moi une cartouche. L'argent d'abord. Et il dit la phrase suivante au garçon. Les gens se divisent en moutons et en loups. Petit, décide lequel tu veux être. C'est à ce moment-là que naît Saul Goodman. C'est précisément cette philosophie, confirmée plus tard par la ruine et la mort de son père, qui a germé dans l'esprit du garçon et a finalement pris la forme de Saul Goodman. Mais aussi luxueuse et colorée que soit la vie de Saul, il arrive un moment où ce petit monde s'effondre, et il est obligé de tout abandonner, de se cacher et, sous le nom de Gene Takavich, de mener une vie terne de gérant de café. De temps en temps, la série Better Call Saul commençait par une petite intrigue en noir et blanc. Et parfois, il s'agissait d'inserts à l'image terne, dominés par des tons bleus et verts terreux. Et au début, il n'était pas clair quel sens tout cela avait. Mais la 6e saison a tout remis à sa place. On y voit une affiche de Saul en noir et blanc avec une veste rouge, et des choses étranges ont aussi commencé à se produire avec le générique de la série. Il s'est avéré qu'ils étaient tous différents les uns des autres, et encore une fois, c'était une question de couleur. Beaucoup ont remarqué l'affiche intéressante de la dernière saison de Better Call Saul, en particulier la veste rouge vif, presque écarlate, que Saul essaye. Pour être juste, précisons que sur la photo, il n'est pas clair s'il met cette veste ou s'il l'enlève. La couleur joue un rôle loin d'être négligeable dans cette série. Presque chaque épisode commence par une narration en noir et blanc. Quand la série a commencé, cette technique m'a d'abord déconcerté et induit en erreur, car cela donnait l'impression que si l'image était en noir et blanc, il s'agissait du passé. Au début, je n'ai pas tout de suite compris qui c'était, pourquoi cette personne avait un autre nom, de quelle réalité parallèle il s'agissait. Cependant, il est vite devenu évident qu'il ne s'agissait pas du passé, mais du futur. Le futur de Saul Goodman qui s'est caché à la fin de la série Breaking Bad et vit sous le faux nom de Jean Takovich. Plus loin dans la série, lorsque l'histoire portait sur Jean Takovich, l'image était toujours en noir et blanc. Contrairement à Jean Takovich en noir et blanc, Saul Goodman est un personnage très flamboyant. Il aime les chemises et les cravates voyantes, il s'abat de façon tape à l'œil et parfois même provocante. Revenons à l'affiche. Tout, sauf la veste sur cette image, est en noir et blanc. Le logo est en noir et blanc, l'homme est en noir et blanc. Et sans aucun doute, il s'agit de Gene Takavich, ce que la moustache indique clairement. Mais alors que symbolise la veste rouge ? La veste rouge symbolise Saul Goodman. Gene Takavich enlève la veste rouge de Saul Goodman pour redevenir Jimmy McGill. D'ailleurs, le dernier épisode s'appelle justement A Saul Gone, c'est-à-dire que Saul s'en va, il disparaît. Mais par analogie avec It's All Good Man, on peut lire cette expression comme It's All Gone, c'est-à-dire tout est fini.
Vous savez ce que j'adore dans les séries Better Call Saul et Breaking Bad ? Dans ces séries, les personnages ne sont parfois pas seulement des personnes, mais aussi certains objets et choses. Par exemple, le souvenir dont on nous a montré la fabrication au début du 5e épisode de la 6e saison. Plus tard, il attire l'attention de Lalo Salamanca lorsqu'il fouille la maison de Ziegler. Autrement dit, dans le cadre de l'histoire sur l'avocat, un objet ordinaire nous a raconté sa propre histoire. Mais ce n'est pas qu'un simple objet. Même le générique de la série peut vous raconter quelque chose. Parlons-en plus en détail. Tout d'abord, vous avez probablement remarqué que tous les génériques sont différents. Dans chaque saison de Better Call Saul, il y a 10 épisodes, donc 10 génériques différents. Le générique du premier épisode montre une statue de la liberté gonflable. Celui du deuxième montre la voiture de Saul avec la plaque d'immatriculation ELWYRUUP. Au fait, pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, cela se lit « lawyer up ». C'est un jeu de mots qui peut se traduire par « engager un avocat ». Le troisième épisode montre la main d'une femme qui secoue de la cendre dans la balance de la justice, ainsi que des téléphones portables que Jimmy vendait autrefois. La cinquième romance est un panneau publicitaire avec Saul, la sixième, une cabine téléphonique, la septième, le vibromasseur de Saul, la huitième, une araignée qui rampe près d'une cravate, la neuvième, la carte de visite de Saul dans un urinoir, et enfin, la dixième, une tasse meilleur avocat du monde de ce même Saul qui se brise. C'est un meilleur avocat. Et cette histoire racontée par ces génériques se répète encore et encore, de saison en saison. Eh bien, elles sont toutes différentes. Et savez-vous qu'elles changent aussi d'une saison à l'autre ? Laissez-moi vous montrer et vous comprendrez tout par vous-même. Vous voyez, c'est exact. À chaque saison, le générique perd de sa couleur. Donc 6 saisons avec 10 génériques de chacun, ça fait 60 génériques en principe différents. Ah oui, d'ailleurs, dans la 6e et dernière saison, il n'y a pas 10 épisodes, mais 13, n'est-ce pas ? C'est justement pour ça que dès le 11e épisode, on voit ceci. Je pense que vous avez déjà deviné pourquoi le générique de la série perd progressivement ses couleurs de saison en saison. Oui, tout ça à cause de ce gars en noir et blanc, Jean Takovic. Chaque intrigue concernant Jean est réalisée en noir et blanc. Et plus on se rapproche de Jean Takovic et du futur, et plus on s'éloigne de la vie colorée de Saul Goodman, plus la série commence à perdre ses couleurs. Et il y a aussi 3 épisodes de plus dans la dernière saison, apparemment parce qu'ils ont décidé de montrer davantage Jean. Par exemple, l'épisode 10 nous transporte entièrement dans le futur, et il est entièrement en noir et blanc. Saul se cache dans une petite ville sous le nom fictif de Jean Takovic. Je suis Saul Goodman et je me battrai pour vous. Pas de frais non plus, alors mieux vaut t'appeler Saul. Et il aurait pu commencer une nouvelle vie et se contenter de ce qu'il a. Il a des réserves d'argent et des pierres précieuses. Mais le talent de Saul Goodman ne peut pas simplement rester inutilisé. Bien qu'il ait déjà connu un effondrement et perdu tout ce qu'il avait accompli, il ne peut pas accepter un tel destin. Sa vie recommence à être envahie par diverses escroqueries et arnaques, et il reprend à nouveau le chemin du crime. Jean Takovic est en fait l'évolution logique du personnage de Saul Goodman. Jean est la conséquence des actes de Saul, la partie la plus terne et répugnante de son âme. Il devient un criminel ordinaire et sans scrupules, qui ne recule devant rien. Proche de ce qu'il avait à dire et... C'est juste un cambrioleur qui s'introduit dans les maisons et emporte tout ce qu'il y a de plus précieux. Pour l'instant, ça fait partie de toi. Mais même pour Jean Takovic, malgré toute sa nature criminelle, il reste des choses qu'il n'est pas capable de faire. Il est peut-être un escroc, un arnaqueur, même un braqueur, mais pas un meurtrier. Et quand vient le moment de choisir entre commettre un meurtre ou se laisser arrêter par la police, il comprend que c'est une limite qu'il ne franchira plus. Et finalement, il se retrouve dans une benne à ordures.
Et là, nous approchons doucement de l'épisode final qui apporte des réponses à presque toutes les questions et bouleverse notre vision de Saul Goodman. Dans l'épisode final, il y a plusieurs flashbacks qui m'intéressent particulièrement pour approfondir le personnage de Saul Goodman. Le premier, c'est la conversation avec Mike Ehrmantraut, où Jimmy lui pose une question sur la machine à voyager dans le temps. Ce qui est en fait une question voilée sur le destin de Mike et ce tournant décisif dans sa vie auquel il aimerait revenir pour tout réparer. Je pense que pratiquement nous tous comprenons que toutes nos décisions dans la vie influencent notre destin futur. Et parfois, nous nous retrouvons devant un choix qui a une importance tellement fatidique que, si on l'enlevait, toute la vie aurait pris un autre tournant. C'est une expérience mentale intéressante, et je pense que vous aussi, vous avez matière à réflexion. À son tour, Mike lui pose la même question. Jimmy répond que c'est simple. Il retournerait dans le passé, investirait dans des actions et, en revenant, il deviendrait milliardaire. J'aurais simplement investi dans Berkshire. Ensuite, je serais revenu ici et je serais milliardaire. À cela, Mike lui répond « C'est tout? L'argent? Et quoi d'autre ?» Je ne changerai rien. Et c'est vraiment une réponse digne de Saul Goodman. C'est juste l'argent qui t'intéresse? Mike précise encore une fois. Tu ne changerais rien. Et là, on voit une ombre de doute sur le visage de Saul. Quelque part, au fond de lui, Jimmy McGill est encore présent. Saul ne répond rien et ils continuent leur chemin. Le deuxième flashback est une répétition de la même conversation, mais cette fois avec Walter White. Oui, c'est juste une expérience de pensée. Il doit y avoir quelque chose dans le passé que tu voudrais changer, si tu le pouvais. Et Saul Goodman, cette fois, ne veut plus seulement de l'argent. Il commence déjà à regretter que tout se soit passé ainsi. Et donc tu ne parles pas d'une machine à voyager dans le temps, qui est impossible aussi bien pratiquement que théoriquement. Tu parles du repentir. Et il raconte l'histoire de comment, à 22 ans, il a provoqué sa propre chute et s'est gravement blessé au genou. Il est tombé exprès? Oui, comme ça je gagnais de l'argent pour des cours de barman. Walter White, d'après son récit, en tire une conclusion logique. Tu as toujours été comme ça. Et on voit Saul changer d'expression en réalisant que Walter a raison, que même sans cet événement dans sa vie, rien n'aurait changé. En réalité, c'est une question intéressante. Jimmy était-il condamné dès la naissance à suivre ce chemin? Tout était-il prédestiné dans sa vie? Ceux d'entre vous qui partagent ce point de vue, et je sais qu'il y en a parmi vous, peuvent se considérer comme de vrais fatalistes. Le fatalisme est une doctrine philosophique qui affirme que tous les événements et résultats sont déjà prédéterminés et ne dépendant pas de la volonté ou des actions humaines. Cela implique que le destin ou une force supérieure contrôle tous les aspects de la vie et que l'homme ne peut pas les influencer. Le fatalisme est souvent considéré comme l'opposé du libre arbitre, car il nie la capacité de l'homme à changer le cours des événements. Le fatalisme peut être lié à des croyances religieuses comme la foi que tout est entre les mains du Seigneur ou à des concepts philosophiques comme le déterminisme. Mais personnellement, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je considère le fatalisme non seulement comme une conception erronée, mais aussi nuisible, car elle encourage l'inaction et un comportement infantile. Je comprends que cette philosophie peut être extrêmement commode pour certaines personnes. Elle sert d'excuse. Je suis là où je suis parce que je ne peux rien y faire. C'est écrit dans mon destin. C'est ma destinée. Mais il me semble que tout cela ne fait que masquer le refus d'une personne de regarder la réalité en face et d'agir pour changer la situation actuelle. Mais revenons à Saul Goodman. Si l'on adopte le point de vue que Chuck avait raison, que Jimmy serait de toute façon devenu Saul Goodman, alors il s'avère que Peter Gould et Vince Gilligan ont réalisé une série sur la façon dont une personne pourrie est devenue pourrie parce qu'elle est née ainsi. Je n'y croirai jamais. Et la fin de la série télévisée nous montre clairement ce que pensent les scénaristes Vince Gilligan et Peter Gould du fatalisme. Dans la scène avec Walter, Jimmy se demande probablement aussi « était-il vraiment impossible de changer quoi que ce soit ?» Et littéralement dans le même épisode, on nous donne la réponse à cette question. On nous montre ce moment précis où il y avait peut-être une chance de tout changer et de prendre une autre direction dans la vie. Je parle de la scène avec Chuck. Jimmy, en rendant visite à Chuck, lui apporte des pommes Fuji, que Chuck aime tant, et lui promet aussi de lui apporter bientôt le Financial Times. Chuck le regarde et lui pose une question. Je pourrais engager quelqu'un pour m'apporter à manger, quelqu'un du bureau. Pourquoi tu fais ça? Et on voit de l'incompréhension dans les yeux de Chuck. Jimmy répond Parce que tu es mon frère et tu ferais exactement la même chose.
Peut-être que, pour la première fois, il y a un tournant dans l'esprit de Chuck concernant Jimmy. Il lui fait confiance. Il croit que Jimmy ne cherche aucun avantage dans cette histoire, qu'il l'aide simplement, absolument de bon cœur. Et Chuck décide de faire un pas vers lui. Il propose d'aider Jimmy dans ses affaires, l'aide de l'un des meilleurs avocats. Mais tu peux t'asseoir avec moi, discuter des affaires de tes clients. Tu veux discuter de mes clients ? Mais Jimmy ironise en disant que ses clients sont tellement insignifiants pour Chuck qu'ils ne l'intéresseraient probablement pas. La petite vieille qu'on a enfermée pour mendicité dans la salle de lecture de la bibliothèque ? Mais Chuck affirme quelque chose de tout à fait juste, qui en fait est en accord avec l'idéologie de Jimmy lui-même. Ils méritent d'être défendus comme n'importe quels autres clients. Ils méritent une défense énergique comme n'importe quel autre client. Et Jimmy n'en croit tout simplement pas ses oreilles. Tu veux sûrement encore une fois me reprocher quelque chose ? Sol est déjà sur le point de partir, mais Chuck l'arrête et lui dit « Si tu n'aimes pas la direction que tu prends, il n'y a rien de honteux à faire demi-tour et à changer de chemin. Si tu n'es pas satisfait de ce qui se passe, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et changer de voie. » Cependant, malgré tous les efforts de Chuck pour faire un pas vers lui, Jimmy s'en va. La caméra montre d'abord le visage triste de Chuck, puis la lampe, qui deviendra plus tard l'instrument de son suicide. Et enfin le livre de Herbert Wells, La machine à explorer le temps, posé sur la table, ce qui prouve encore une fois que cette scène est directement liée aux deux précédentes, qui racontent l'expérience mentale de Jimmy. On nous fait comprendre que c'est là. C'était ce moment précis dans la vie de Jimmy McGill qui aurait pu changer toute sa vie. Et si, à ce moment-là, Jimmy avait accepté l'aide de son frère, alors celui-ci ne se serait pas suicidé. Il aurait de nouveau trouvé un moyen d'exprimer son talent d'avocat. Peut-être aurait-il pu apprendre à son frère tout ce qu'il savait sur le droit, et Jimmy serait devenu un avocat remarquable. Peut-être même que lui, son frère et Kim Wexler auraient ouvert leur propre cabinet, auraient un peu surpassé Howard Hamlin d'une autre manière, et il serait resté en vie, donc Kim ne l'aurait pas quitté. Le talent et le nom de Chuck, plus l'intelligence et le travail acharné de Kim, plus l'ingéniosité et la débrouillardise de Jimmy, ils auraient pu obtenir des résultats remarquables. Mais revenons au dernier épisode. Saul Goodman, en utilisant tout son talent, parvient à obtenir un accord avec le tribunal pour 7 ans de prison. Ce qui, selon la juge, est la meilleure sentence pour un accusé qu'elle ait jamais vue dans toute sa carrière, compte tenu de sa culpabilité. Saul est déjà devenu tellement effronté qu'il commence à poser des exigences, se moquant ouvertement du tribunal. La meilleure place en prison, une glace chaque semaine. Finalement, ils arrivent à un certain compromis. Et le jour tant attendu arrive. Le jour du procès. Et comme nous le savons déjà, Saul Goodman demande la parole et change soudainement tous ses témoignages. Il avoue tout et se condamne pratiquement lui-même. L'accord pour 7 ans de prison tombe à l'eau et il écope de la peine maximale. D'ailleurs, il déclare qu'à partir de maintenant, il n'est plus Saul Goodman, mais Jimmy McGill. Je m'appelle McGill, je suis James McGill. C'est la dernière fois que Saul Goodman entre dans cette salle, et c'est James McGill qui en sort. Pourquoi a-t-il fait cela et à quel moment a-t-il élaboré ce plan ? La réponse à cela se trouve également dans le dernier épisode, et c'est la scène dans l'avion. Jimmy appelle son avocat, qui se dirige vers les toilettes et lui demande des nouvelles de Kim Wexler. Que va-t-il arriver à son affaire ? À cela, l'avocat répond que le juge, en réalité, n'est pas un problème. Le principal problème, ce sont les dépositions signées par Kim qu'elle a remises à l'épouse de Howard Hamlin. Eh bien, apparemment, Kim a pris ses propres dépositions sous serment et les a personnellement apportées à la veuve de Hamlin. L'avocat part aux toilettes et Jimmy réfléchit à ce qu'il doit faire. Doit-il faire passer ses propres intérêts avant ceux de Kim ? C'est précisément à ce moment-là qu'il élabore tout son plan. Peut-être qu'à ce moment-là, il se souvient, supposément, des derniers mots de Chuck. Si tu n'es pas satisfait de ce qui se passe, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et changer de voie. Jimmy comprend que c'est précisément ce moment et qu'il doit sacrifier son avenir pour Kim. Tu dois dire à ces gens que j'ai quelque chose à vendre. Compris ? Je me suis souvenu de quelque chose qui va les épater. La seule personne encore en vie, contrairement à Chuck qui lui était si cher, il décide que Saul Goodman doit disparaître et qu'il redevient Jimmy McGill. Et c'est seulement ainsi qu'il peut vivre sans se sentir coupable. C'est la seule façon pour lui de soulager un peu sa conscience. Dans le 13e épisode de la 6e saison, chaque scène mérite littéralement toute notre attention. Prenons par exemple la scène dans le bus. L'un des détenus reconnaît Saul Goodman.
Salut. Mieux vaut t'appeler Sol, n'est-ce pas? McGill. Et il commence à scander le slogan de sa campagne publicitaire. Mieux vaut appeler Sol. Bientôt, Polarstein, tous les détenus du bus reprennent ce cri. Et un sourire a le temps de traverser le visage de Jimmy. Et nous nous rappelons les paroles de Chuck. Il mérite bien d'être défendu, comme n'importe quel autre client. Et Jimmy comprend que tout dans sa vie n'a pas été noir. En plus de Saul Goodman, Jimmy McGill vivait aussi dans son âme tout ce temps, quelqu'un qui voulait sincèrement aider les gens, quel que soit leur statut. Et les dernières scènes ne sont que des références. Par exemple, la scène près du mur. « 86 ans. Et le plus intéressant, c'est le dernier geste de Jimmy. Et si on se souvient, c'est justement Kim qui avait fait ce geste à l'époque. Et rappelons-nous quelles paroles Jimmy lui a dites à ce moment-là. « Allez, laisse tomber, Kim. Tu ne pourras plus vivre tranquillement après ça. Il risque de perdre sa licence pour toujours. Il ne le mérite pas. » Et de cette façon, c'est comme s'il lui disait « Si tu allais en prison à cause de moi, je ne pourrais pas vivre avec ça. » Oui, c'est elle qui a eu beaucoup d'idées par Amandé pour détruire la carrière de Govard Gremlin. Ce n'est pas une simple plaisanterie inoffensive. Ce qui a finalement conduit à sa mort. Quand tout sera terminé, il pourrait perdre sa licence pour toujours. Il ne le mérite pas. Mais c'est Jimmy qui lui a fait goûter à ce fruit défendu, et il se sent maintenant responsable de cela. Il s'avère donc que la faute de ce qui se passe repose aussi sur Kim, et tout ce que Jimmy a fait, c'est la couvrir et prendre la faute sur lui. Et répondons enfin à la question principale. De quoi parle vraiment ce personnage, et de quoi parle cette série? Pendant toute la série, Jimmy McGill se bat contre Saul Goodman. Pendant toute la série, il essaie de répondre à la question « Qui est-il vraiment ?» La série parle justement de cela. Si tu es né comme tu es né, est-ce que cela veut dire que tout est déjà écrit dans ton destin? Qu'est-ce qui nous guide sur le chemin de notre vie, les circonstances, le destin ou nos propres choix? Si nous sommes nés au mauvais endroit, au mauvais moment, est-ce que cela veut dire que tout est déjà décidé? Pouvons-nous tout changer? Pouvons-nous aller à l'encontre du destin, à l'encontre de notre propre nature? Que faire si les circonstances de ta vie font que, encore et encore, tu te retrouves dans une benne à ordures? Si ton propre frère ne te croit pas et ne te respecte pas, et si ta bien-aimée te quitte, si l'univers lui-même te montre ta place, faut-il se résigner et décider que rien ne peut plus changer, que tu es apparemment né comme ça? La série nous donne une réponse claire à cette question à travers une expérience de pensée avec une machine à voyager dans le temps. La vie de Maïk Hermantraut aurait-elle pu être différente s'il n'avait pas accepté ce premier pot de vin? Oui, elle aurait pu. Walter White aurait-il pu éviter de commettre cette erreur fatale en cédant les droits de son invention à son collègue? Bien sûr, et il serait devenu le dirigeant d'une entreprise prospère. Jimmy McGill aurait-il pu changer son destin et devenir un avocat honnête? Oui, il le pouvait. C'est exactement ce que nous dit aussi Chuck. Si tu réalises de soudainement que tu as pris un mauvais tournant un jour, il n'estime jamais trop tard pour prendre une décision et changer de voie. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que je réalise un épisode aussi complet, par exemple sur Mike Hermantraut ou Walter White, vous pouvez me le faire savoir de manière simple et efficace, en likant, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire sous cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, jetez un œil à la description de la vidéo ou à la page d'accueil de la chaîne. Vous y trouverez des analyses de presque tous les personnages de Breaking Bad et Better Call Saul. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Je tiens à remercier les acteurs de cette série qui ont fait de moi un meilleur acteur car j'ai observé comment ils faisaient leur travail. Je vais faire la même chose qu'elle. Ray Seahorn est la meilleure, Patrick Fabian est le meilleur, Michael Mando, Giancarlo Esposito sont des professionnels absolus. Où est Jonathan Banks?